David Vallon. Voilà, il arrive du fond de la salle. Vous êtes neurologue, responsable de la consultation mémoire au CHU de Rouen. Le docteur Bénédicte Desfontaines, voilà, neurologue libéral. Alors voilà, vous mettez à côté de moi, docteur Vallon. Docteur Desfontaines, vous êtes neurologue libéral et vous êtes directrice du réseau Mémoire Aloïs, qui propose son expertise pour le diagnostic et l'accompagnement des troubles cognitifs. Bienvenue. Et docteur Mathieu Lilamant, vous êtes gériatre à l'hôpital Bretonneau de Paris et vous intervenez aussi à l'hôpital Bichat dans le service d'Agathe Reynaud-Simon, et c'est important parce que c'est une spécialiste de la nutrition des personnes âgées. Alors, on va parler maintenant de ce que l'on sait scientifiquement de cette survenue, puis du développement. Et on va démarrer tout de suite par la génétique, puisque la génétique est importante dans cette maladie. David Vallon, d'ailleurs, est-ce qu'on a des informations sur le rôle de la génétique? Je dis c'est important. Oui, on a quelques informations. En fait, maintenant, avec les études qui ont été menées, et déjà depuis plusieurs années, on s'est aperçu que la part de la génétique, et quand j'entends par la génétique au sens large, est très importante, beaucoup plus que dans la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. Les études de vrais et de faux jumeaux estiment que, alors c'est qu'une estimation, mais ça donne un ordre de grandeur, que c'est 80% de l'héritabilité qui est liée à la génétique, de la part de la maladie d'Alzheimer qui est liée à la génétique. Alors, pour 50% Parkinson. Pour 50% Parkinson et moins de 30% dans la sclérose en plaques. Donc ça peut donner un petit peu le pareil. Alors le 80 est peut-être pas à retenir en tant que tel, puisqu'on n'est pas certain, c'est une estimation, mais c'est pour vous dire qu'il y a une part d'importance à avoir une stratégie vis-à-vis de la génétique. Alors, derrière le mot génétique, il y a des choses qui sont extrêmement différentes. Il y a d'abord des cas qui sont très rares et qui sont dus à des mutations de 3 ou 4 gènes, pour faire simple. Oui, alors ça, en effet, ce sont les formes que tout le monde a un peu en tête en disant est-ce que j'ai pas hérité d'un gène qui cause la maladie? En fait, cette situation-là, elle existe, bien entendu, et elle est très rare. Les caractéristiques à retenir, c'est l'âge du début, qui est extrêmement précoce dans ces situations-là. C'est quasiment systématiquement un début avant 65 ans, et dans un cas sur 2, avant 50 ans. Donc on est vraiment dans des formes particulièrement précoces. Et le deuxième point important, c'est que ce sont des formes de transmission de génération en génération, et ce qui fait que dans une famille, il y a à chaque génération des individus qui sont malades avant 65 ans. Et c'est là toute la particularité, puisque c'est normal d'avoir dans ses antécédents familiaux un cas de maladie d'Alzheimer ou d'autres cas, éventuellement, parce que c'est fréquent. Mais par contre, la situation particulière de ces formes rares, c'est des âges de début précoces. Alors, quand on dit forme rare, ça veut dire à peu près combien de cas en France? Alors, on estime, mais on n'en est pas certain, mais on estime à peu près 1000 à 1500 patients en France, tout compris. Donc, ça représente 300 familles à peu près. Donc, on voit bien que ce n'est pas du tout les chiffres qu'on a annoncés tout à l'heure, qui atteignent bientôt le million. Donc, on est vraiment dans une proportion complètement différente. Alors, dans la majorité des cas, on parle plutôt de facteurs de risque génétique. Alors, quand on parle de ça, de quoi parle-t-on exactement? Alors là, donc effectivement, c'est la grande majorité des formes de maladie d'Alzheimer, précoces et tardives. Là, pour le coup, ça regroupe plusieurs cadres, et dans lesquels il existe un facteur de risque génétique. Pour comprendre ce que c'est qu'un facteur de risque génétique, c'est avoir dans son patrimoine génétique une petite variation, une petite... c'est même pas une anomalie, c'est quelque chose de différent de son voisin direct, et pour lequel il existe un risque modifié de développer des signes. En gros, à un âge donné, eh bien, on va augmenter ou au contraire diminuer. Il existe des facteurs de risque diminuant le risque de la maladie. Et donc, on a tout un chacun ici, et moi y compris, un cocktail de ces variants qui font que j'ai un risque augmenté ou diminué. Vous avez une voisine, une femme à côté de vous. Alors, je pose la question, homme, femme, égalité ? Ou pas égalité dans les risques? Non, effectivement. Je pense que le mieux, ce serait peut-être de mettre la diapositive vous avez à votre disposition. Expliquer un petit peu tout ça. On va... C'est ici, ok. On va... Alors, attendez. Alors, non. Je sais pas où. Ah bon, ok. Bon, c'est pas grave. Pour comprendre, on va se baser sur le facteur de risque. Il y en a plusieurs, hein, mais le facteur de risque le plus connu, qui est le génotype ApoE. ApoE, c'est le nom du gène, apolipoprotéine E, et il y a plusieurs variations possibles. On va dire, faire simple, la version 2, la version 3 et la version 4. Et en fonction de si on est porteur d'une version 4 ou même de 2, puisque on a 2 chromosomes, et donc ce gène peut avoir différentes combinaisons, hein, de 2, de 3, 3-4, et évidemment 4-4. Au plus on a de E4, au plus on a ApoE4, au plus le risque augmente.
Et ça a été quantifié grâce à des études d'épidémiologie, et là pour le coup, on rejoint l'épidémiologie moléculaire, mais dans une stratégie de recherche, hein, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit auparavant. On a étudié quel est le risque de développer la maladie en fonction qu'on ait ApoE, mettons, un allèle, une variation 4 ou plusieurs ou deux. Et pour un homme à 85 ans qui serait porteur de 2 E4 du gène ApoE, c'est pratiquement 52% de risque de développer les signes. 52% à 85 ans. Et pour une femme avec au même âge et avec le même nombre de ApoE4, c'est pratiquement 66% de risque de développer les signes. Et 85 ans, on serait tous d'accord ici pour dire que ce n'est pas non plus un âge déraisonnable. Si on met maintenant ça à l'échelle de la population générale, il reste à déterminer combien de personnes sont porteuses de ce variant. Parce que finalement, cette petite variation ApoE4, elle n'a de sens que si elle concerne un certain nombre de gens. Et effectivement, E4, donc 2 fois la mauvaise copie, entre guillemets, du gène ApoE, c'est 2% de la population générale. 2%. Donc si vous multipliez ça par 60 millions d'habitants en France, ce n'est pas 60 millions qui vivront jusqu'à 85 ans, on est bien d'accord, mais on va espérer qu'un maximum d'entre eux puissent atteindre cet âge raisonnable, eh bien, ça fait beaucoup de patients potentiels. Est-ce que ça veut dire, du coup, qu'il faut se faire dépister sur les risques génétiques pour savoir, par exemple, si on est porteur d'un gène de prédisposition? Eh bien, au jour d'aujourd'hui, la réponse est non. En termes de dépistage génétique, sur un facteur de risque, il n'y a aucune raison de le faire parce que, justement, on ne dispose pas de traitement prouvé curatif ou du moins qui modifie l'évolution de la maladie. En revanche, en recherche, et c'est là toute la différence, eh bien, effectivement, il y a un sens. Et donc, il y a des programmes de recherche, et j'ai cœur à dire que la France participe à ces programmes de recherche très innovants, pour lesquels on va s'adresser à des personnes volontaires qui vont déterminer leur statut. Alors, il y a quelques critères, il faut avoir des critères d'âge, puis avoir des antécédents familiaux parce que ça augmente la probabilité d'être porteur de ce facteur de risque, mais qui vont, alors qu'ils n'ont aucun signe, déterminer leur statut, savoir s'ils ont un variant E4, 2 variants E4, ou a fortiori 0, et si c'est le cas, entamer un programme de recherche thérapeutique dans lequel ils vont prendre un médicament pour essayer d'empêcher les signes d'arriver. Alors, on vient de voir les prédispositions génétiques. En tout cas, les spécialistes s'accordent sur un point. Plus on est diagnostiqué tôt, plus le dépistage se fait précocement, plus il est possible de mettre en place quelques mesures de prévention. Alors, la prévention, on va en parler maintenant avec vous, docteur Bénédicte Desfontaines. Est-ce qu'il est possible de ralentir, voire de prévenir les maladies neurodégénératives en augmentant, par exemple, notre réserve de synapses ? Alors, très bonne question. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de traitement de la maladie d'Alzheimer et effectivement, le concept de réserve synaptique est apparu au début des années 2000 grâce à Jacob Stern, devant le fait que lorsqu'on autopsiait des patients atteints de maladie d'Alzheimer, 30%, enfin des cerveaux plutôt, 30% des cerveaux avaient des lésions de la maladie d'Alzheimer, mais n'avaient pas exprimé les symptômes de leur vivant. En fait, probablement, on connaît maintenant bien le développement de l'enfant et on sait que tous les bébés naissent avec le même nombre de neurones. Et ensuite, ce qui va différencier un enfant d'un autre, c'est le nombre de connexions synaptiques qui va se créer pendant l'enfance. Et c'est ce qu'on va appeler la réserve synaptique. Et la densité de la réserve synaptique va varier d'un enfant à un autre selon son environnement. Et plus cette réserve synaptique sera dense, plus lorsque l'enfant arrivera à un âge adulte, il va continuer à non pas créer, à densifier sa réserve synaptique, mais à la maintenir. Et arrivé à l'âge plus âgé, de l'âge de senior, il va pouvoir mettre en place des mécanismes de compensation face aux lésions, ce qui fait qu'on observe effectivement que les personnes qui ont une réserve synaptique plus développée parce que le niveau culturel a été plus important, peuvent exprimer la symptomatologie plus tard, c'est-à-dire qu'à cerveau égal, on n'a pas à nombre de lésions égales dans le cerveau, selon le niveau culturel, on n'exprime pas la maladie de la même façon. Alors vous parlez de niveau culturel, mais quels sont par exemple les types d'exercices très pratiquement à faire pour augmenter sa réserve synaptique? Il faut s'y prendre à quel âge? Alors la réserve synaptique, elle se développe vraiment dans l'enfant jusqu'à l'âge de 25 ans. Le cerveau moi c'est fichu, je peux plus faire. Non, c'est pas fichu. C'est pas fichu du tout. Ça peut tout.
mais vous avez bien remarqué qu'à 40 ans, c'est plus difficile d'apprendre quelque chose de nouveau qu'à 20 ans. C'est-à-dire que la création de la réserve synaptique, elle se développe très très nettement dans l'enfance et l'adolescence. L'adolescence même, la myélisation se fait, ce qui fait qu'on passe en haut débit. Oui, on est en haut débit. On est en haut débit, là. Et ensuite, ça se stabilise, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à créer des nouvelles connexions en fonction de son environnement, mais ça se fait plus lentement. Alors disons-le clairement, par exemple, il se dit, par exemple, il faut jouer au bridge, c'est bon pour la mémoire, il faut faire des mots croisés, c'est bon pour la mémoire. Il faut continuer à faire travailler ses fonctions cognitives tout au long de sa vie, l'idéal étant de l'avoir fait tôt, mais c'est toujours possible de le faire plus tard, en sachant encore une fois que si on n'est pas, par exemple, soumis à la lecture et à l'écriture avant l'âge de 10 ans, c'est impossible d'apprendre à lire et à écrire. Il y a une temporalité pour tout. C'est impossible, ça devient compliqué. Ceci étant dit, même quand on a démarré une maladie d'Alzheimer, il y a des possibilités, mais encore faut-il le prouver et trouver le bon traitement non thérapeutique, non médicamenteux, je veux dire thérapeutique mais non médicamenteux, pour stimuler la réserve cognitive et l'aider à compenser les lésions, les lésions, que le patient puisse compenser les lésions par l'utilisation de sa réserve synaptique. C'est-à-dire que c'est possible, oui, mais si on s'y prend le plus tôt possible, encore une fois, et l'idéal serait de le faire dès l'enfance, parce qu'on parlait des femmes, là, bien entendu que les femmes, on disait jusqu'à présent, ont plus de risques de développer une maladie d'Alzheimer, mais actuellement, il semble que cette différence s'atténue, parce que les femmes qui arrivent à un âge âgé maintenant ont également bénéficié d'une éducation. Voilà, c'est ce que disait Catherine Elmer tout à l'heure. D'accord, d'une éducation dont elle n'avait pas bénéficié au siècle précédent. Ce qui fait qu'il y a moins de différence entre le nombre de femmes atteintes de maladie d'Alzheimer et le nombre d'hommes qu'il n'y avait il y a 50 ans ou il y a 20 ans. Et donc, on voit bien que tout se joue quand même très tôt dans l'enfance. Et tout à l'heure, on parlait de la maladie d'Alzheimer. Elle démarre dans le cerveau quand même 15 à 20 ans ou avant l'expression de la symptomatologie. Donc, c'est très, très en amont qu'il faudrait intervenir. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire une fois que les premiers symptômes sont apparus. Hein, bien au contraire. Là, on va mettre en place des stratégies pour la prévention secondaire. Alors, tout à l'heure, on évoquait la question du diagnostic. Dans le réseau Aloïs dont vous vous occupez, il y a justement un accès à un diagnostic précoce et rapide. En quoi consiste ce diagnostic? Alors, ce que j'ai voulu créer en 2004, puisque c'est la date de naissance du réseau Aloïs, c'est la possibilité que toutes les personnes qui se plaignent de leur cognition à leur médecin, soit généraliste, soit surtout spécialiste, puissent avoir accès à un diagnostic et en particulier au bilan neuropsychologique qui, lorsque la personne se plaint à un stade précoce, est nécessaire pour poser un diagnostic. Or, le problème de la neuropsychologie, c'est-à-dire de la psychologie, c'est que ça n'est pas pris en charge par la sécurité sociale en France, et donc c'est à la charge du patient. Donc soit le patient va à l'hôpital, en hôpital de jour le plus souvent, ou à l'hôpital pour avoir un bilan neuropsychologique, soit il va en libéral et il paye de sa poche le bilan, et en Ile-de-France, c'est souvent 500 €. Donc l'idée qu'on a eue avec Aloïs, c'était de demander des fonds publics puis privés par les caisses d'action sociale, des caisses de retraite et des mutuelles, pour nous aider à faire financer ce bilan, de telle sorte que le patient paye un minimum d'argent pour avoir accès à ce bilan et donc à ce diagnostic. Ça consiste en quoi, très rapidement, ce diagnostic? Une évaluation neuropsychologique, donc ça se fait dans les hôpitaux, dans les consultations de mémoire hospitalières ou au sein du réseau Aloïs, ou même en libéral. Le patient passe des tests qui évaluent ses fonctions cognitives, c'est-à-dire sa mémoire, son langage, ses fonctions exécutives, ses capacités d'attention, d'organisation, d'anticipation, la capacité à reconnaître les choses, les objets. Et tout ça, ça dure à peu près 2 heures. Et puis derrière, il y a une synthèse qui peut durer 1 heure en fonction du patient. Ça consiste, donc c'est assez long et malheureusement, ça n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc c'est pour ça que nous essayons de faire prendre conscience aux politiques et nous avons développé, peut-être que nous allons en parler, un projet d'expérimentation qui serait financé par l'article 51 en collaboration avec France Alzheimer, le Collège de médecine générale, les neurologues libéraux, les neurologues hospitaliers, pour que justement l'accès à ce bilan neuropsychologique puisse être pris en charge par le patient lorsque le patient se plaint
à son médecin généraliste ou à son neurologue d'une plainte cognitive. Vous avez aussi mis en place, parce que ça c'est important, on parle souvent des inégalités territoriales en France, vous avez mis en place un système de téléconsultation à distance pour une certaine partie du bilan en tout cas, pas pour l'ensemble mais une certaine partie. Justement, pour l'évaluation neuropsychologique, nous avons mis en place 4 téléconsultations mémoire, c'est-à-dire que les patients sont vus par leur médecin, soit spécialiste, soit généraliste, en face à face. Et le bilan neuropsychologique se fait en téléconsultation, en visioconférence. Et ce procédé a été validé scientifiquement avec une étude qui est sous presse actuellement, donc qui confirme bien la cohérence et la concordance plutôt du fait que le bilan évalué, le patient quand il passe un bilan en face à face, peut-être le diagnostic, le profil neuropsychologique fourni par le neuropsychologue est le même lorsque le patient passe le bilan face à face ou qu'il le passe en visioconférence, même si la charge attentionnelle est un petit peu plus soutenue en visioconférence. Du coup, il faudra s'adapter à ça. Mais on a les moyens de proposer une évaluation neuropsychologique à distance. Donc on le fait de Paris vers le plateau du Vivarais-Lignon, qui est une zone très rurale. De Paris vers l'Algérie, où là il y a encore beaucoup de francophones. Il n'y a pas de neuropsychologie en Algérie, il n'y a pas de gériatre en Algérie, pourtant la population vieillit, donc ils sont venus vers nous, et vers Mayotte, donc je vois qu'ici il y a des représentants, donc la consultation mémoire, là non plus il n'y a pas de gériatre, et vers l'Algérie et vers Mayotte, dans le même temps, nous adaptons les tests. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire passer exactement les mêmes tests avec les mêmes mots qu'on utilise en France métropolitaine, qu'on utilise dans les départements d'outre-mer ou dans un pays étranger comme l'Algérie. Puisque la fréquence des mots utilisés n'étant pas la même, on est en train de recréer des bases lexicales pour adapter les tests de mémoire verbale, les tests de mémoire visuelle à la population vivant là-bas. Alors, on a vu les facteurs génétiques, on a vu les réserves cognitives. Maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse un petit peu à l'alimentation, parce qu'on entend beaucoup de choses, on entend parler de beaucoup de choses. En particulier, la dernière chose à la mode, c'est le régime cétogène, très pauvre en sucre et très riche en graisse. Docteur Lilamant, c'est efficace? Alors, je sens la question. Ça marche, c'est bon. Vous m'entendez? Je sens la question piège. Le régime cétogène, comme vous le dites très bien, a été mis sur le devant de la scène par une sorte de buzz médiatique des gens qui se sont mis à faire ce régime. Je vais peut-être rappeler un petit peu ce que c'est pour les rares dans cette salle qui n'en ont jamais entendu parler. Mais en tout cas, ce sont des témoignages qui ont interpellé les scientifiques et pas l'inverse. Alors que souvent, dans la recherche, ce sont les scientifiques qui ont une idée et ensuite les patients se font leur propre opinion dans un second temps. Donc, quel est le principe du régime cétogène? Le principe, comme vous l'avez dit, c'est de manger moins de sucre, parce que le sucre, c'est mauvais pour la santé. Ça, c'est assez basique. En fait, dans le régime cétogène, on réduit tellement la quantité de glucides qu'on consomme, passe de 50% dans une alimentation normale à peu près 15%. C'est très difficile de réduire autant sa consommation de sucre dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Et en fait, quand on fait cela, on mime les effets du jeûne. C'est-à-dire qu'on va épuiser ses réserves en sucre, on va changer son métabolisme, on va essayer de fabriquer de l'énergie à partir du gras. Les acides gras sont métabolisés par le foie et vont fabriquer ce qui s'appelle les corps cétoniques, d'où le nom de corps cétogène. Et ces corps cétoniques, ils ont des propriétés intéressantes. Ils peuvent passer la barrière hémato-encéphalique et aller apporter du carburant à nos neurones. Or, on sait que dans la maladie d'Alzheimer, même au stade précoce de la maladie, même au stade post-symptomatique de la maladie, le cerveau a du mal à utiliser le glucose. Ça, on peut le voir dans les études avec de l'imagerie fonctionnelle. Donc l'idée est assez simple. On se dit on va remplacer le sucre qui a des effets délétères et qui n'est pas forcément bien utilisé par des corps cétoniques. En outre, ces corps cétoniques ont des effets anti-inflammatoires et un certain nombre d'études chez l'animal, chez des études in vivo et in vitro ont montré que les corps cétoniques pouvaient améliorer le fonctionnement des mitochondries, qui sont les centrales énergétiques des cellules, notamment des neurones.
Donc vous voyez, ça part d'une assez bonne idée. En plus, on sait que depuis à peu près 100 ans, c'est un régime qui marche dans le traitement de l'épilepsie de l'enfant et de l'adulte. Et là, on n'est pas au stade de la recherche, on est au stade de la pratique quotidienne dans certaines unités d'épileptologie, notamment à Paris, à l'hôpital Necker, où c'est un régime qui est prescrit de façon très très encadrée par l'équipe. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que dans la maladie d'Alzheimer, ce régime pourrait avoir un intérêt? À ce stade, tout le monde a envie de répondre, mais on n'a pas les données scientifiques pour répondre. Donc il faut faire des études, et ça tombe bien parce que nous, on a envie au Centre de neurologie cognitive Paris-Nord de monter une étude, on est en train de chercher des financements, pour répondre de manière claire, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Et alors, j'ajouterais une mesure de prudence qui est absolument nécessaire. Quand on réduit sa quantité de sucre et qu'on le remplace par du gras, en fait, c'est peut-être pas très intuitif, mais on mange moins de calories, on mange même beaucoup moins de calories, parce qu'on a du mal à avoir autant de calories avec uniquement du gras, et on perd du poids. Or, et peut-être qu'on en discutera par la suite, mais la perte de poids dans la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, c'est au contraire un facteur de mauvais pronostic. C'est un facteur de progression des symptômes. Donc, il est tout à fait possible que le régime cétogène ait en fait des effets plutôt délétères. Et que quand on le commence, notamment à un âge tardif de la vie, on perd du poids, on perd ses réserves et ça ne fasse pas du tout du bien au cerveau. Alors on va dire, on ne sait pas trop, mais peut-être que c'est pas mauvais le régime cétogène, mais en tout cas ce que vous dites, attention à la dénutrition. Absolument. Ça c'est un vrai risque alimentaire pour les malades d'Alzheimer. Tout à fait. Et là aussi, on a beaucoup de données scientifiques qui le prouvent. Quand on a une dénutrition, une étude américaine il y a 2 ans avec plusieurs centaines de patients qui avaient une maladie d'Alzheimer, ceux qui ont une dénutrition vont décliner plus vite sur le plan des fonctions cognitives, perdre plus vite de l'autonomie et développer plus tôt des symptômes psychocomportementaux. Donc attention à la dénutrition, attention à la perte de poids. On aime bien perdre du poids, on préfère perdre 2-3 kilos qu'en gagner 2-3 en général. Mais quand on a une maladie d'Alzheimer, il faut faire très attention à ces pertes insidieuses d'1 kilo, 2 kilos, qui sont de véritables signaux d'alerte, je pense. Alors, on parlait tout à l'heure de stimulation cognitive. Vous dites vous-même, c'est bien la stimulation cognitive. Il y a plusieurs façons de faire la stimulation cognitive. On peut faire des réserves, comme vous le disiez tout à l'heure. Par exemple, si on fait des exercices, je pense par exemple avec des orthophonistes, ça peut être bon, ça? Alors oui, je pense qu'il faut trancher. C'est bon de faire de la stimulation cognitive avec les orthophonistes, pas qu'avec les orthophonistes d'ailleurs. Et cette stimulation cognitive, on a l'impression qu'elle est d'autant plus efficace qu'elle est mise en place précocement. La remarque qu'on nous oppose souvent, c'est ah ben oui, mais il n'y a pas beaucoup d'études, puis toutes les études sont un petit peu différentes, et comme vous disiez tout à l'heure, certains proposent des activités plutôt ludiques, d'autres des activités sur ordinateur. Personne ne fait exactement la même chose, donc on se dit il n'y a pas vraiment de preuves. Ce qu'on observe, nous, en tant que cliniciens, c'est que les patients qui font de la stimulation cognitive, quelle que soit la forme, ont tendance à développer plus tardivement des symptômes pénibles de la maladie. À l'hôpital Bretonneau, vous travaillez aussi autour de groupes. C'est Oui. important la notion de groupe parce qu'on dit que la sociabilité est aussi très importante dans la maladie. Alors, j'essaie de répondre de manière la plus catégorique possible à votre question. Ça marche souvent très bien, le travail en groupe. Certaines personnes, pour des raisons de questions de personnalité, qui sont assez réfractaires au fait de rejoindre un groupe et de s'astreindre toutes les semaines à faire des exercices avec d'autres personnes. Je pense qu'il faut respecter la personnalité, les spécificités de chacun, mais ça a beaucoup d'intérêt puisque aux effets positifs de stimulation cognitive, on associe les effets de stimulation sociale, de cohésion sociale, d'interaction sociale. Peut-être un mot là-dessus, Brigitte. C'est important. Effectivement, on constate que les patients qui sont bien entourés, qui sont bien stimulés, ont une tendance à moins décliner. Alors, on disait tout à l'heure aussi, juste avant de venir, que la maladie d'Alzheimer, peut-être que ça vaut peut-être le coup d'en dire un mot, est une maladie où on voit bien là la fracture sociale. C'est-à-dire que le reste à charge des patients est particulièrement important comparé à d'autres maladies comme le cancer.
Et ça, je pense qu'il faut vraiment le dire, puisque petit à petit, les patients, malheureusement, s'aggravent, parce qu'il n'y a pas de traitement pour guérir la pathologie. Bien entendu, il reste important de faire un diagnostic le plus tôt possible, parce que si on fait un diagnostic tôt, on peut mettre en place des mesures de prévention secondaires et ralentir. Mais à un moment donné, ça finit toujours par s'aggraver et il faut faire appel à des tiers. Et ça, les tiers, c'est à la charge des gens. Et on voit bien la différence entre les patients riches, enfin, appelons qui ont des possibilités financières, on va dire. Possibilités financières qui Parce vont que bien, riche, ça veut dire quoi aujourd'hui? qui vont bien mieux, en tout cas, que les patients qui n'ont pas de possibilités financières ou l'aidant n'a pas de possibilité de se faire aider. Et donc je pense c'est important de mettre le doigt là-dessus, parce que cette injustice sociale, la maladie d'Alzheimer quand même, est un fléau de santé publique en France et dans le monde d'ailleurs. Hein. C'est comme ça que l'OMS l'a défini. Donc cette injustice sociale, à mon avis, devrait faire l'objet d'une réflexion politique, parce que c'est là que ça se jouerait, pour enfin qu'il y ait une prise de conscience, pour qu'il y ait une meilleure justice sociale autour de cette maladie. On abordera cette question économique en début d'après-midi. Oui. Peut-être un mot, puisqu'on a parlé du diagnostic précoce. Est-ce que vous êtes favorable, alors je ne parle pas de diagnostic précoce, mais quand une personne assez âgée, voire très âgée, commence à avoir des troubles cognitifs, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on fasse un diagnostic très poussé? Alors, je pense que c'est une question qui est fondamentale, à laquelle on apporte chacun une réponse individuelle. Il y a des divergences de point de vue. Des gens qui disent à quoi ça sert de faire un diagnostic précis à 90 ans passés, avec une ponction lombaire qui peut-être ne sera pas bien vécue par le patient si on veut avoir recours à des biomarqueurs. Alors, moi, je vais vous donner une réponse de gériatre. Moi, je pense que l'âge civil ne doit pas être un obstacle absolu. En revanche, et ça c'est très important, il est évident qu'une personne, même pas très âgée, 70 ans, 75 ans, un adulte modérément âgé, modérément riche, qui a des comorbidités importantes, qui a une perte d'autonomie fonctionnelle qui font que la prise en charge va être compliquée, le suivi va être compliqué. Dans ce cas-là, on peut se poser la question, est-ce que notre diagnostic précis va vraiment changer le quotidien de la personne? Si la réponse est non, si ça n'aura pas d'impact sur la prise en charge, alors il faut peut-être être un petit peu moins jusqu'au boutiste dans le diagnostic. Mais moi, j'ai vu récemment un patient de plus de 85 ans qui vient me voir en consultation en disant « J'ai vu qu'il y avait des essais thérapeutiques sur la maladie d'Alzheimer. Je me demande si je n'en ai pas une. » Ce monsieur avait raison, il avait une maladie d'Alzheimer diagnostiquée de la façon la plus complète qui soit, et il va rentrer dans un essai thérapeutique. Et aujourd'hui, il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'entrer dans les essais thérapeutiques sans biomarqueurs pour vraiment affirmer de la façon la plus précise l'existence de cette maladie. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut priver certains patients de la possibilité d'entrer dans un essai, quand on sait à quel point c'est vital pour la recherche d'avoir des participants, au nom d'un âge trop élevé? Moi, je ne le pense pas.